Durant l'histoire humaine, le plaisir des relations sexuelles est resté constant. Mais à la fin du Moyen Âge, la gonorrhée et la syphilis étaient largement répandues. Tandis que les pauvres se contentaient de superstitions et de remèdes à base de plantes, les riches avaient accès à des médecins onéreux. Néanmoins, sans antibiotiques, le succès du traitement dépendait surtout de la chance. Surtout lorsque vous considérez qu'un médicament populaire pour ceux qui pouvaient se le permettre était l'onguent de mercure, que nous savons maintenant être toxique et qui finirait par empoisonner mortellement le patient de toute façon. Aujourd'hui, nous étudierons les pustules et la variole. Bienvenue à la folie médiévale. L'épidémie du médecin et astrologue allemand Joseph Grumpeck, qui est né à la fin du XVe siècle. Après avoir contracté la syphilis à la fin de la vingtaine, il a écrit, je cite, « Récemment, j'ai vu des fléaux, des maladies horribles et de nombreuses infirmités affliger l'humanité de tous les coins de la terre. » Parmi eux s'est glissée, depuis les rives occidentales de la Gaule, une maladie qui est si cruelle, si dévastatrice, si effrayante, que jusqu'à présent, rien d'aussi horrifiant, rien de plus terrible ou dégoûtant n'a jamais été connu de la terre. À la fin des années 1400, Naples, en Italie, était assiégée par les troupes du roi Charles VIII de France. C'était pendant la Première Guerre d'Italie, causée par un différend sur la succession du trône napolitain. C'est à cette époque que la syphilis est devenue notoire à travers l'Europe. Il y avait des récits racontés par les soldats français de douleurs atroces et de défigurations physiques, les tourmentant alors qu'ils marchaient chez eux, propageant la maladie sur leur passage. Des communications ont été préalablement envoyées entre les responsables de la ville et les universitaires paniqués, essayaient d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur la maladie avant qu'elle n'atteigne leur ville. Ce qui était connu, c'était que l'affliction était aussi horrible que la lèpre. Ce qui n'était pas connu, c'était qu'elle se propageait par contact sexuel. À Naples, on la connaît comme la maladie française. Les premiers noms de la syphilis étaient généralement basés sur des insultes raciales, chaque région voyant son voisin comme le fabricant original de la maladie. Le chroniqueur Jean Molinet de Bourgogne, en France, a écrit à propos, je cite, « d'une lèpre très horrible et d'une maladie abominable appelée vérole. En 1496, la grande vérole. D'autres l'appellent une maladie napolitaine. » La syphilis s'est vite étendue en Europe. Perkin Warbeck, qui prétendait au trône anglais, avait le soutien de Jacques IV d'Écosse. Warbeck a été rejoint par de nombreux mercenaires qui étaient porteurs de la maladie lors de son invasion en Angleterre. Les annales du conseil municipal d'Édimbourg l'ont reconnu comme, je cite, « cette maladie contagieuse appelée le Grand-Gdor, un mot de l'ancien français signifiant Grande-Gore. » En 1497, la maladie avait atteint Londres, où selon les registres de l'hôpital Saint-Barthélemy, 10 patients sur 20 étaient infectés par ce qui était connu sous le nom de grande vérole. Ce n'est que plusieurs décennies après le début de l'épidémie que le médecin et astronome italien Girolamo Francastero a nommé la maladie syphilis. On pense que la syphilis a été rapportée en Espagne par quelques marins lors du premier voyage de Columbus au Nouveau Monde, en 1492. Cela pourrait être le rassemblement de deux populations différentes, échangeant des bactéries qui ont évolué en l'IST actuel. Le timing pourrait correspondre car les premiers textes sur la maladie ont commencé à Naples en 1494, 2 ans plus tard. Mythes médiévaux. Environ 40 ans après la mort de Jean de Gaunt, duc de Lancaster, le théologien Thomas Gascoigne a écrit une biographie de sa mort. Il y affirmait que Gaunt, qui était le père du roi Henri IV d'Angleterre, était mort au lit, je cite, « de la putréfaction de ses parties génitales et de son corps causé par la fréquentation des femmes, car il était un grand fornicateur. » Nous devons garder à l'esprit que Gascoigne était un grand partisan de la cause yorkiste et susceptible d'être biaisé contre les lancastriens. Suggérait-il que Gaunt avait une sorte d'infection sexuellement transmissible? La médecine médiévale, focalisée sur l'équilibre des humeurs et voyant le sexe comme une excrétion, supposait qu'un homme pourrait mourir en ayant trop de rapports sexuels. On croyait que cela seul pouvait le tuer, même si ses partenaires n'étaient pas porteurs. Le chevalier et poète anglais du XIIIe siècle, Walter de Bibsworth, pensait que bien que les hommes étaient des prédateurs sexuels, ce sont les femmes qui étaient les principales coupables de comportements immoraux, que des maladies comme la variole et la rougeole existaient à cause de cela. En fait, les symptômes de la maladie vénérienne et de la lèpre
étaient très similaires et souvent confondues dans l'Europe médiévale. Les lépreux souffraient à cause de leurs péchés, y compris des infractions sexuelles. La défiguration de leur visage avec des pustules reflétait l'état constant de luxure de l'offenseur. La lèpre était répandue tout au long des XIIe et XIIIe siècles. C'est une maladie horrifique qui attaque le système nerveux, causant souvent l'érosion du nez, des doigts et des orteils. Ne sachant pas ce qui causait la maladie, les médiévaux ont dû élaborer leur propre théorie. Toute transgression contre Dieu était toujours censée avoir des conséquences au Moyen Âge. Un acte sexuel qui n'était pas fait dans le seul but de procréer était considéré comme immoral. Ainsi, la maladie était perçue non pas comme une transmission par contact physique, mais comme le résultat d'une transgression. Les Questions en prose de Salonician est une collection de manuscrits écrits vers l'an 1200 par un Anglais inconnu. Il décrit comment une femme pourrait ne pas contracter la lèpre même si elle avait des rapports sexuels avec un malade, mais que son prochain amant l'attraperait à sa place. Pour les médiévaux, la susceptibilité des femmes était le principal problème. Elles étaient considérées comme lascives et dévergondées et étaient blâmées pour les pensées sexuelles des hommes médiévaux, tout comme les lieux licencieux qu'elles fréquentaient tels que les tavernes et les bordels. Les femmes étaient considérées comme les porteuses de toutes les infections indésirables, et les hommes médiévaux blâmaient tout le sexe féminin lorsqu'ils contractaient une IST, pas seulement l'individu. Dans les bains publics ou les bouillons de Southwark à Londres, les prostituées atteintes de la maladie brûlante, qui était probablement ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gonorrhée, étaient parfois bannies par les autorités locales, mais l'efficacité de cette mesure préventive était probablement assez faible. Remède. On attribue à l'archevêque de Canterbury Thomas Becket un miracle de guérison impliquant le noble Obo de Beaumont. Il est devenu lépreux juste après une visite à un bordel. Un autre homme, soupçonné de lèpre après avoir visité une prostituée, était le frère franciscain Arnaud de Vélinol de Montelieu, du sud de la France. Toute cette expérience l'a tellement effrayé qu'il s'est tourné vers la sodomie avec de jeunes hommes pour sa satisfaction sexuelle. Beaumont a été jugé plus tard en juin 1323 pour ses activités homosexuelles par Jacques Fournier, qui est devenu plus tard le pape Benoît XII. Le médecin John de Godiston a écrit un traité sur la médecine entre 1305 et 1307, connu sous le nom de Rosa Anglica. Il y a répertorié de nombreuses maladies et blessures, ainsi que leurs remèdes. Il conseillait, pour éviter les dommages au pénis, un homme doit toujours agir comme si sa partenaire était corrompue. Dès que l'organe est retiré, il doit être lavé longuement à l'eau froide ou à l'urine, puis enveloppé dans un tissu imbibé de vinaigre, afin de le purifier. Si, comme c'est souvent le cas, les mesures préventives échouent, le patient devrait alors utiliser l'un des nombreux remèdes pour un pénis qui démange ou gonflait. La Trotula, un recueil médical du XIIe siècle, a remarqué qu'il y avait des hommes, je cite, qui souffrent de gonflement du membre varial, ayant là et sous le prépuce de nombreux trous, et ils souffrent de lésions. On conseillait à ces hommes d'appliquer un cataplasme sur la zone pour réduire le gonflement, puis John Hardin est considéré comme le premier chirurgien d'Angleterre et l'initiateur de certaines des premières cures viables en médecine. Le médecin du XIVe siècle est surtout connu pour sa spécialisation dans le traitement des chevaliers en cas de fistule in anno, une affection courante causée par trop de temps passé en selle. Son traitement pour l'un de ces cas où, je cite, le membre d'un homme a commencé à tourbillonner après le coït à cause de la chute de son propre sperme, où il a souffert d'une grande douleur de brûlure et de douleur comme les hommes le font quand ils sont ainsi blessés, était particulièrement brutal et impliquait de couper la chair morte du membre avec un rasoir, puis d'étaler de la chaux vive. Cependant, cela semble avoir conduit à une guérison. Il était aussi recommandé de saigner avec de l'eau de Javel ou, en cas d'échec, de frapper les organes génitaux avec un objet lourd comme traitement. Si une maladie est perçue comme punition du péché sexuel, alors la pureté pourrait être envisagée comme remède. Avec cette pensée, faire l'amour avec une vierge est devenu un autre remède privilégié. Hélas, plusieurs jeunes vierges violées et découvertes infectées ont été exclues par la société, vues comme des impures pécheresses. Ni la Trotula ni John of Arden n'ont réellement lié les symptômes ressentis par leurs patients à une IST, même s'il y a une inférence que les problèmes sont survenus après le sexe. Il semblerait que, comme dans le cas de John of Gaunt, on pensait que la cause d'un pénis suppurant était due à une indulgence excessive plutôt qu'à une forme d'infection. Il semble cependant qu'Hardin ait dû faire quelque chose de bien,
car il a vécu jusqu'à l'âge avancé de 85 ans, un événement rare au Moyen Âge. La première description précise de la syphilis provient d'un chirurgien vénitien qui avait soigné des soldats lors de la bataille de Fornavo en 1495. Il a observé que la maladie commence par des ulcères indolores sur le pénis, puis des plaies sur le visage et le corps, accompagnées de douleurs articulaires et de démangeaisons. Le chirurgien du pape Jules II, Giovanni de Vigo, a également décrit la maladie comme ayant 2 étapes. Chancres primaires génitaux suivis de lésions cutanées secondaires. Il a noté que la douleur articulaire sévère se produisait surtout la nuit. Les symptômes incluaient fièvre, mal de gorge, maux de tête, cécité, déclin mental et mort. Tous, souffrant comme guérisseurs, s'accordaient sur l'impact alarmant de l'affliction sur le corps. Le médecin militaire Alessandro Benedetti a écrit que, je cite, « Tout le corps est si répugnant à regarder, et la maladie cause une grande souffrance. » Cesare Borgia, le fils illégitime du pape Alexandre VI, était si gravement marqué par des lésions syphilitiques faciales qu'il devait porter un masque de velours noir qui couvrait la moitié de son visage. Les preuves suggèrent que les hommes et femmes du Moyen Âge avaient des MST bien avant l'apparition de la syphilis lors du siège de Naples. Au début du XVIe siècle, les médecins se sont acharnés à comprendre les IST, notamment la syphilis, identifiant rapidement sa transmission par les rapports sexuels. Merci d'avoir suivi cet épisode de Folie médiévale. À la semaine prochaine pour un autre. Santé!